C'est un coup de gueule, on tire un peu la sonnette d'alarme puisqu'il y a des choses qui se font un peu derrière notre dos et il est temps d'y mettre un terme. Alors vous verrez la liste des auteurs, des artistes, il y a des producteurs, voilà, la liste elle est édifiante et on aurait pu en rajouter beaucoup d'autres noms, simplement il faut arrêter à un moment donné. Ça traduit une véritable prise de conscience des Bretons sur cette question. Il va falloir aussi que les responsables politiques évidemment prennent la mesure de ça et trouvent les solutions pour que ça ne se produise plus. Alors aujourd'hui, vous verrez, il n'y a pas tous les signataires de la liste, bien sûr, ne sont pas présents parce que c'est pas facile du tout d'être présent aujourd'hui, mais il y a un grand nombre de signataires. Je ne vais pas faire l'injure évidemment de les présenter. Ils sont tous là, Lance Sivel, Goben Corbel, Franck Darcel, tous les noms. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, c'est que tous les signataires puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont, leur ressenti sur ce phénomène. C'est ça le plus important. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que des maires débretonnisent, mettent des noms en français sur des noms complètement hors sol, sur des lieux qui ont toujours eu une appellation bretonne historique. Alors, on ne comprend pas parce que c'est une façon de tuer le lien que nous entretenons évidemment avec notre peuple, notre patrimoine, nos anciens. Ça tue le lien aussi avec le sol. Et ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de nature, c'est important. Et enfin, notre toponymie, elle existe, elle est là, elle est protégée par l'UNESCO, par les grandes conventions de l'UNESCO. On sait que l'État français a ratifié ces conventions en 2005-2006. Alors, nos noms bretons aussi ont le droit d'être protégés et on ne comprend pas que nos maires ne comprennent pas. Alors, ils obtempèrent en fait à des pressions de la Poste qui considère qu'il faut absolument tout bretoniser. Et là, il y a un véritable problème. Nous, on ne comprend pas que nos maires... Tout francisé. On ne comprend pas, bien sûr, que nos maires ne réagissent pas à ce problème-là, n'en prennent pas conscience, quoi. Ça, c'est un véritable problème. Le deuxième point, évidemment, c'est on attend une réaction forte de nos responsables politiques. La région Bretagne est en charge de la culture, du patrimoine. C'est à elle d'agir aujourd'hui, même si juridiquement ce sont les mairies qui sont compétentes pour donner des noms. Il n'empêche que c'est peut-être du côté de la région que nous avons un interlocuteur qui va pouvoir lancer des politiques pour dresser le bilan de ce qui se passe en Bretagne actuellement dans toutes les communes, pour contractualiser, lancer une politique de contractualisation vis-à-vis avec toutes les mairies pour essayer de faire le bilan, dresser des bonnes pratiques aussi, ne pas faire n'importe quoi et protéger, défendre aussi notre toponymie bretonne. Et on rappelle qu'on a le droit aussi de nommer les choses, les lieux en breton. C'est pas interdit. Et peut-être le fait qu'on n'ait plus la force de le faire aujourd'hui, qu'on n'y songe plus ou plus trop, c'est peut-être un problème d'acculturation majeur et il faut peut-être aussi affronter cette question-là. Voilà. Et le troisième point, c'est que les artistes, les auteurs de Bretagne vont bien sûr soutenir aussi la manifestation prévue samedi prochain à Telgruc sous la forme d'un pique-nique. Et là, je laisserai Tanguy Louard, le président de l'association de Quévray-Brest, qui regroupe toutes les associations culturelles bretonnes, exposer leur soutien à cette démarche du collectif. Alors, je t'ai laissé la parole à Jan Berg Kemener, qui est un peu celui par qui tout est arrivé, puisque c'est lui qui travaille avec l'association EOSC sur la toponymie à Telgruc, et c'est lui qui vous donnera sans doute la raison un petit peu de ce coup de gueule. Oui, donc finalement, je suis désolé Jan-Pierre Kemener, et raison qu'à Jan-Pierre Kemener et Galec, c'est tu en mens, et heureux quand on avait cette événement. Hag brezhoneg Jan Berg Kemener, c'est on eus en klasku par EOS, du war ben microtoponymie, et du ouais Eugen Blanc vraiment c'est hag on eus renable tout dans nos nous, hag avoir dans la commune, on a fait le recensement de toute la microtoponymie de la commune, qui compte à peu près 2000 habitants, et nous avons publié sous forme de livre tous nos résultats et dans le but et aussi de permettre aux municipalités de nommer les nouvelles rues d'après les noms des parcelles, parce que nommer les nouvelles rues, c'est aussi un peu un phénomène urbain. Chez nous, on a comment une adjointe à l'urbanisme, par exemple, qui a fait le travail, comme elle a fait un travail sans consulter l'Office public pour la langue bretonne,
universitaires, personne. Donc ils ont fait leur petit travail dans leur coin. Une commission ad hoc, censément ad hoc. Mais bon, on ne sait pas tout à fait comment ça s'est passé, mais on le voit de plus en plus dans toutes les communes environnantes aussi, où les nouvelles rues ont toutes un peu les mêmes noms. C'est-à-dire que nous, on nous a mis des noms d'oiseaux, des oiseaux comme les pélicans ou des frégates qui vivent sous d'autres cieux, enfin sur d'autres mers qui sont plus chaudes, hein, mais peut-être c'est le réchauffement climatique. Bon, donc ici à Telbrück, vous avez donc tous les lettres que j'ai écrites finalement, tout d'abord au président de région, à notre député Richard Ferrand, hein, qui est président de quoi, qui m'a répondu, enfin ils m'ont répondu tous les deux. Bon, ils sont navrés que on supprime des noms en breton, mais pour une simplification, comme disent certains, il est préférable quelquefois de les mettre en français. Donc, là, vous avez ça dans les documents, toutes les lettres écrites aussi au maire, parce que j'ai relancé le maire tous les ans pour lui dire que ça serait bien qu'on fasse partie d'une commission de toponymie ou bien de dénomination de nouvelles rues, et puis jamais eu de réponse. Donc, le 27 février dernier, on a eu la surprise par la presse de voir que 32 rues dans des petits villages, d'ailleurs, qui avaient peut-être il y a 5-6 maisons ou 7, ont toutes maintenant des noms de rues en français, sauf une qui a été dénommée Zabardu, donc qui n'est pas du breton, qui serait Zabrekdu en breton. Mais tous les autres noms, c'est aussi des noms de navigateurs. Hein, donc il y a Alain Collard, Florence Artaud et puis Tabarly, mais j'ai vu qu'il y avait les mêmes noms à Plomoyerne, à 12 km de là, c'est-à-dire que c'est un petit peu une mode. Bien, par contre, on délaisse complètement les noms bretons, parce qu'autrefois les paysans ou les cultivateurs ne nommaient pas les rues, hein, ils nommaient leurs champs. Tous les champs se retrouvent avec un nom sur le cadastre de 1830, le cadastre dit napoléonien. Donc on peut retrouver là sur ce cadastre, si on l'étudie, des noms de parcelles et éventuellement de nommer les rues par rapport à ces parcelles où les maisons sont bâties. Parce que on a tous tendance à dire j'habite dans la rue à telle, mais on habite toujours dans une maison et pas dans la rue. Jusqu'à présent encore. Mais c'est un phénomène d'urbanisation. Et là on voit dans les noms de lieux, donc l'utilité du champ, bien comme ici en ville d'ailleurs, à Quimper, on a aussi la place au beurre, on a tout l'Alaire aussi, donc il y avait aussi des noms d'activités pour les différentes places ou les rues ou les champs chez nous à la campagne. Donc finalement c'est un peu un phénomène d'urbanisation de la campagne. Peut-être qu'il aurait mieux valu mettre des numéros simplement, hein, mais bon, par contre les noms des villages aussi ont été francisés, c'est-à-dire qu'on a mis souvent Achaun, par exemple, est devenu Le Camp, hein, on a mis toujours un article Le devant les noms de villages. On a aussi, chez nous, le meilleur exemple, c'est Moulin Jeune, un Moulin Jeune qui est Meilarieux, hein, le moulin du Marais, qui est devenu Jeune, parce que Yeun, c'est un peu comme jeune en français, donc voilà, on fait ça Moulin Jeune. Bon, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Vous avez de toute façon tout le texte dans le dossier de presse. Par contre, nous sommes donc à Telbrück, EOST, passeur de mémoire, créateur de liens sociaux et aussi lanceur d'alerte. Hein, donc c'est-à-dire que là, c'est comme ça qu'on a alerté l'opinion. On a eu des réponses de Kevre Breit, de Arfals et aussi de Yvon Olivier et Daniel Novello qui ont lancé l'appel donc auprès des personnalités bretonnes, des auteurs et des compositeurs et des artistes bretons. Donc je les remercie pour votre participation et puis c'est déjà pas mal, je pense, c'est un bon début, on verra par la suite. Alors qui veut prendre la parole maintenant, premier, parmi les signataires? Moi je pense que c'est tout simplement une entreprise de révisionnisme qu'on a en face de nous, il faut le nommer. Il faut que les gens qui agissent comme ça, qui sont pour moi des ennemis de la Bretagne, sachent que maintenant, il y aura une réponse cash à chaque fois et qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà.
Moi je dis que c'est du bolsonarisme à peine déguisé. C'est-à-dire que dans certains coins on brûle des forêts pour y planter autre chose. Et là c'est la même chose. On brûle une forêt linguistique et culturelle pour y mettre autre chose. Et voilà. Et on dégage le terrain, quoi. Donc on fait place nette pour faire ce qu'ils veulent après. Et puis que c'est la dernière, déjà que la langue n'existe à peine plus, enfin là j'exagère évidemment, on va faire bondir certains, mais que de la parler, c'est déjà, d'entendre des gens la parler, ça devient de plus en plus rare. C'est la seule trace qu'on va peut-être avoir un jour, enfin je fais le tableau très noir, mais nom de Dieu, c'est la seule chose qui reste quoi, pour l'instant, qui soit encore très présente dans la vie quotidienne, sous nos yeux, partout. Donc, il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser faire ça, ou c'est la fin. C'est le début de la fin de notre identité, de notre culture et de notre langue, évidemment. Donc là, c'est le truc de trop, quoi, ça va. Et qu'il faut gueuler, quoi. Il faut vraiment... Non, mais moi, ça me rend folle. Excusez-moi, mais ça me rend dingue. Donc moi, voilà, s'il faut aller en tôle pour ça, j'irai. Excusez-moi. Ça nous rend tous dingues, en fait. Ouais. C'est vraiment commun, quoi. Ce qui me rend dingue aussi, c'est que de constater que depuis une cinquantaine d'années, les Bretons sont passés d'un complexe d'infériorité à en fait un chauvinisme. Et donc, c'est quand même une honte de voir que les Bretons majoritairement et les Bretonnes majoritairement chauvines peuvent laisser faire ce genre de choses. Et il y a une prise de conscience, c'est un peu notre boulot à faire, de continuer à faire prendre conscience aux gens, mais c'est surtout quand même maintenant, plutôt qu'on est tous d'accord sur tous ces points, en fait, c'est de se dire, bon ben maintenant, comment on fait changer les choses, comment on arrive dans une commune comme Terruc, arriver à faire changer la vie des gens, comment faire, c'est surtout sur l'action qu'il faut trouver des trucs efficaces. Parce que c'est vrai qu'on serait tenté aussi d'injurier en fait ce fameux Fenech qui n'a pas l'honneur de s'appeler Fenech, qui peut s'appeler par un numéro. Et un numéro dit en anglais en plus, parce qu'on ne peut pas dire le numéro de cette personne, puisqu'il devrait, sa logique, ça serait de ne plus avoir de nom humain. C'est ça. Et ce numéro en fait, de carte d'identité, s'il ne devrait même pas être dit en français, il devrait dire en anglais. Disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites avec beaucoup de cœur, alors donc c'est difficile à dire. Moi j'essaie de réfléchir et d'apporter un autre éclairage. Je me questionne sur la présence du numérique, c'est-à-dire on parle de la poste bien sûr, mais comment on fait des saisies, c'est-à-dire on est assujetti, on est passé de la tradition orale à la tradition d'écriture, et puis maintenant on passe à la tradition de saisie. C'est-à-dire, ah ben l'autre là il fait une saisie mais il ne comprend rien. Bon ben alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on change tout. Parce qu'on n'arrive pas à saisir le monde. C'est ça le problème. C'est-à-dire que moi je suis ému quand je vois Croisendreau, le croisement, le tour du croisement en breton. Je suis ému, je me dis, ben voilà une vision du monde. Et alors si on supprime ça, ça veut dire quoi? J'habite où là? Donc moi je suis touché en tant qu'artiste par le fait d'habiter quelque part et aussi par la géographie et l'histoire. C'est-à-dire qu'on sait terriblement que les pays en Bretagne ont été séparés par les rivières. On sait aussi qu'il y a des ponts qui ont relié pour passer d'une rive à l'autre. Ça c'est un peu la géographie. Mais l'histoire, c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire comment on arrive dans un village, comment ce village a une histoire, ou bien n'a plus d'histoire, sous prétexte d'être moderne. Alors on efface tout. Voilà. Ben moi je crois qu'aujourd'hui je suis moi aussi très ému. Je suis surtout ému de voir qu'il y a beaucoup de gens qui comme nous, enfin vous, je dis nous parce que vous, c'est pas bien, enfin, c'est nous.
Je crois qu'aujourd'hui c'est nous, et ça me rappelle un album de Peter Gabriel qui s'appelle Us, et je trouve que c'est très important d'arriver à dire nous, parce que nous c'est tous, on ne sait pas qui, mais on ne veut pas que ça se lâche, quoi. Parce que peut-être que nous, enfin en termes de chanteurs aussi, on a la parole, on a beaucoup de choses à dire, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Je disais à M. Olivier tout à l'heure qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses, c'est-à-dire qu'on est dans un moment difficile, comme jamais, c'est-à-dire qu'avant c'était aussi très difficile, mais il y a une notion qui arrive qui est celle de l'urgence. Alors on dit, oh bah, vous occupez des noms de lieux, mais c'est rien du tout par rapport à l'urgence. Moi j'ai vu les glaciers fondre, d'accord, mais et alors, je trouve que c'est important d'agir à tous les niveaux, parce que sinon, ça, plus ça, plus ça, plus ça finit par faire énorme. Et je disais à M. Olivier tout à l'heure, je me souviens d'avoir participé à une signature pour la charte de la langue bretonne à Ouellon, et Alain me disait, bon, c'est vrai, on s'occupe beaucoup des baleines et les petits poissons. J'ai retenu ça parce que c'est important. La baleine, oui, parce qu'elle est grande. De toute façon, toutes les espèces sont importantes, qu'elles soient espèces animales, végétales ou culturelles. C'est pareil, c'est la même chose, c'est le même combat. Voilà. Juste une autre, je pourrais ajouter un truc, parce qu'on parle aussi de, c'est sous couvert de simplifier les choses, simplifier la vie de certains, mais ne simplifions pas la vie de certains, il n'y a pas à la simplifier, élevons les gens vers le haut, il y a pas, et qu'est-ce que ça va leur faire mal d'apprendre un petit peu plus de choses, et enfin, je sais pas, il faut aussi qu'on essaie de garder, ça s'appelle de la culture, c'est-à-dire apprendre plus de choses plutôt que de réduire la connaissance. Là, là c'est réduire la connaissance humaine en général. Donc, ça fait aussi partie des choses qui sont révoltantes dans cette histoire. Juste un petit mot, une citation du président qui s'appelle Pierre Jaillard. Nous avons découvert un institut de toponymie nationale. Et l'une de ces phrases, c'est « nommer, c'est prendre possession ». Ça rejoint ce que tu disais de notre manière. Nommer, c'est prendre possession. Alors, c'est le président comment ça s'appelle, du Conseil national de toponymie. Dans le dossier de presse, il y a le lien avec le Conseil national. Vous pourrez l'écouter. Mais ça va être très fort pour nommer, c'est prendre possession. Voilà. Hervé Lucet, peut-être. Oui. Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. 150% d'accord avec ce qui a été dit. Je veux juste ajouter quelque chose. Il est peut-être un bémol. Ils sont bien sûr plus forts, sans bien sûr, disons, dédouaner les personnes qui font ça. Et souvent, c'est un manque aussi de réflexion, évidemment, sans aller plus loin. Et je cite un cas, là, vous avez vu le courrier qui avait été fait à la mairie de Plouzaïenne à l'époque. Il y en avait un autre à Brest où c'était sur la prononciation, mais ça, c'est pas le débat aujourd'hui. C'était sur l'appellation. Alors là, je résume rapidement pour vous dire qu'il y a des moyens aussi, des fois, de faire avancer les choses. J'avais été consulté pour savoir comment se disait en français tel nom de quartier, pas de quartier, mais de champ, où se construisait un lotissement. Alors c'était le joli nom de Guarème. Guarème, demandez ce que ça veut dire, Guarème. Et quelle grande surprise, qu'un jour, 3 semaines après, je vois lotissement de la Garenne. Très bien. J'ai écrit au maire, en lui disant, au maire et à la mairie, en lui disant, enfin une lettre ironique, humoristique, en leur disant qu'ils sont 27 conseillers. Il y avait 25 qui portaient un nom breton.
Alors je les ai mis tous en scène avec les noms français. Hein. Ça fait rigoler tout le monde. Depuis, je vous assure, il n'y a pas une rue ou une maison qui n'a pas un nom breton ou le nom du lieu où c'est monté. Vous voyez, c'est notre façon de faire les choses. Bon. Le maire, qui est pourtant conseiller régional, qui s'appelait Marchadour, ne peut pas être plus du coin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Marchadour, m'a dit oui, mais on n'avait pas pensé. Voilà. C'est tout. Hein, voilà. Ça m'arrête là. C'était en 2011, ça. Hein. Et Marchadour, vous l'aviez traduit comment en français? Le marchand. Marchadour, évidemment. Il a perdu son scrap. Michel Guillaume, peut-être? Non, juste un mot. Président de la Cinémathèque de Bretagne. Moi, si j'ai eu envie de signer cet appel, c'est d'abord parce que sans lien au territoire, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Enfin, à un moment donné, il y a toute une partie de la connaissance qui disparaît. Il n'y a plus d'ethnologie, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de possibilité de se pencher sur son passé. Et bon, c'est un peu ce qu'on fait aussi à la Cinémathèque. Et moi, je trouve que c'est une porte que l'on ferme sans le savoir. Souvent, je pense qu'il n'y a pas forcément de complot international contre le breton et les non-lieux bretons, mais ça n'empêche. Ici, dans le cas présent, ils n'étaient pas contre du tout, mais ils n'avaient pas pensé. Vous voyez, et ça me paraît extrêmement important, puisque ce que je trouve terrible aussi, c'est de se retrouver, pour ceux qui s'intéressent à la langue et à la culture bretonne depuis quelques années, à se battre contre les directives de la Poste, où on a l'impression que on est dans un autre monde. Enfin, comment se fait-il qu'on en soit encore là aujourd'hui? Être obligé de réagir à ce type d'intervention qui paraît très bureaucratique, très centralisatrice, très ignorante du vécu des régions. C'est totalement aberrant, ça donne envie d'être un peu violent parfois dans ses réactions. On va se retenir. Mais ça fait rien. Elle est terminée quand même. Il est rentré dans l'histoire. Faut-il tour le table? Non. Oui, Lucas Kerboat, universitaire, connu. Est-ce que les gens pourraient se présenter? On ne connaît pas tout le monde. Non, mais là, c'est bien. C'est bien. Pour nous, c'est bien que ça, c'est raccord. Parce que si on fait un tour de table et qu'on revient, vu le nombre, on va être là, regarder les notes. Non, c'est bien. Lucas Kerboat. Oui, pour illustrer ce que vient de dire Yambert, sur le plaquage du système urbain sur l'ensemble du territoire breton. Moi, j'habite dans une petite commune qui est Loprenant, et j'habite théoriquement dorénavant au 78 de la route, vous voyez le lapsus c'est significatif, de la route de l'Ostec. Alors il y a bien un panneau bilingue au départ de la route, hein, route de l'Ostec, Hen l'Ostec, c'est bilingue, mais tout le monde de cette manière-là était doté d'un numéro. Et moi je suis au 78, non pas parce qu'il y a 78 villages hein, qui auraient peut-être posé de problème à la poste, non, il n'y a pas 78 villages, c'est le nombre de kilomètres ou la distance en, je ne sais plus si en 600 mètres ou en centaines de mètres ou en kilomètres qu'ils ont compté. Mais enfin, il se trouve que je me retrouve à 78. Et tout le monde, de cette manière, a été doté d'un numéro à la campagne. Bon. À ma connaissance, personne n'utilise ces numéros-là. On continue d'utiliser le nom du village. Mais le risque est là, dans la mesure où maintenant on a un numéro, qu'on nous oblige, ou que la Poste prenne prétexte que, n'ayant pas utilisé le numéro, il n'y a pas de raison que le courrier soit plus distribué. Voilà. Donc, première illustration. Deuxième, on parle du terme toponyme français qui remplace les toponymes bretons. Historiquement, il y a quand même des toponymes français en Bretagne. Il y en a quelques-uns, comme par exemple la Boissière, avec le doublet, la Boissière à Veuzit, hein, bon, c'est un témoin historique d'une implantation très très ancienne. Hein. Il y a le Plessis,
qui était généralement un lieu noble, un manoir, un château, et qui a aussi son appellation bretonne, Argenkis, le Quinquis, Argenkis. Quelquefois, on n'a qu'un de termes, d'autres fois, on peut avoir les deux. Donc, il y a quelques termes historiques comme ça, mais ça représente 0,001%. La toponymie de Bretagne, et Basse-Bretagne, est une toponymie d'origine celtique. On a vu apparaître dans une période relativement récente un certain nombre de termes français, donc qui ont été utilisés, même en breton, et donc ils sont apparus sur le bord des chemins lorsque une pancarte a été imposée. Je pense en particulier parfois des noms de commerces caractéristiques, ou bistrot par exemple, des tournicis. On en a un peu partout en Basse-Bretagne, un tournicis, ça a été le... Voilà. Donc, et puis le terme est rentré à la place de toul quelque chose. Généralement, bistrot c'est des touls, toul trang, toul... La boisson devait être un peu inventée, ou tout le rythme, enfin, etc. Il faut prendre simplement quelques noms du coin qui font référence à ce genre d'établissement. On a vu également parfois quelques établissements, quelques maisons un peu particulières qui ont pris un terme en français à la place du nom du champ ou de la ferme d'à côté. On a vu de cette manière-là les Bellevues arriver dans une période récente. Des Bel Air, par exemple. Apparaître. Et quelquefois, sur le bord de la route, lorsqu'il y avait encore le village et puis la maison, et bien finalement, le panneau qui a pris la place du terme breton, c'est Bel Air. Sur la route de Plogonec, un peu plus loin, vous avez Kerveren, c'est le village, c'est la ferme, c'est le corps ferme qui est à droite. Il a son panneau, Kerveren. Par contre, une maison qui s'appelait Bel Air est devenue l'appellation générique pour le quartier. À Plomolierne, en continuant toujours un peu plus loin, là, la transposition s'est faite plus anciennement. Sur le cadastre de Napoléon, au XIXe siècle, c'est Penhound, le nom de la ferme, et cette ferme-là est aujourd'hui Bel Air. Donc, quelques exemples d'arrivée de toponymes français dans la toponymie de Basse-Bretagne, mais c'est à la période actuelle, naturellement, que les formes françaises s'imposent, et il faut se méfier aussi de ce qu'on appelle une signalétique bilingue, parce que quelquefois, la signalétique bilingue, c'est la manière d'introduire la traduction. Voilà. On n'a pas encore de panneau Douarnenez, terre de Lille, mais je crois que la démarche, comment je dirais, la tendance va un peu vers cela. Et puis pour terminer, dernier mot, comme je parlais un peu de références historiques, bon, il y a eu une époque aussi où Quimper, on se trouve, c'était... comment je dirais, Montagne-sur-Odette. À l'époque où, à l'an 2, lorsque, dans la période de la terreur, il y a une terreur linguistique qui s'est aussi imposée, et dont était un peu l'héritier, dont la République est aussi un peu l'héritière. Lorsque Barère proclamait que la haine de la République par les Allemands, le fanatisme par les Basques, et que la superstition par les Bretons, et qu'il fallait casser ces instruments de dommages et d'erreurs, eh bien, on a commencé à franciser les noms de localités de Bretagne. Enfin, comme c'était quand même une démarche qui aurait demandé un investissement linguistique très conséquent, eh bien, on s'est arrêté. Mais il y a eu quand même cette tentative à des moments historiques. Un petit mot peut-être pour continuer le tour de table. Il va falloir parler de la mobilisation. Alors, André Lavanant, ancien président de Diwan. Je me pose la question politique, parce que politiquement, on a souvent l'habitude d'avoir face à nous l'État. Et ici, on a la commune, donc on va de l'État. C'est la poste qui est derrière.
Non, faut nommer, non, faut nommer les choses. Pour moi, ce sont des prétextes. Non, pour moi, c'est bien la Poste qui mène le combat contre la langue bretonne. Ça, il faut le dire. Non, mais attends, tu diras ce que tu veux. Mais moi, je ne peux pas croire qu'un maire qui est maire d'une commune donc dans laquelle il y a une association qui travaille, qui a édité des bouquins, qui s'est proposé comme prestataire de service avec ses compétences, ses connaissances, etc. Il y a eu des relances. Je ne peux pas imaginer que ce maire-là, par exemple, ignore cette présence-là, cette compétence. Et ne l'utilise pas. On a un rendez-vous avec le maire. Et avec... Non, mais avec... Le 17, non, mais il faut avancer. Non, mais vas-y. Je ne suis pas opposé, évidemment. Mais je me pose quand même la question, même s'il y a une part d'ignorance, très souvent, d'acculturation, je pose la question du politique. Est-ce qu'il y a aussi des raisons d'ordre politique, par exemple dans une commune, chez un maire, dans un conseil municipal, pour ignorer ou refuser cette situation-là? Bien sûr. Yanniga, peut-être, si tu veux. Non. Oui, moi je n'ai pas grand-chose à dire, je pense que c'est un mouvement global. Contrairement à ce que j'ai entendu sur les panneaux bilingues, moi je suis pour. Parce que les panneaux bilingues, ça permet aux gens d'acquérir des mots bretons. Et ça a l'air de rien, c'est des petites choses, mais ce qui est pris. Et avoir quelques mots de la langue de ses grands-parents ou de ses arrière-grands-parents, c'est mieux que d'en avoir pas du tout. Et en revanche, je suis toujours très surpris de voir que les pancartes en breton sont écrites plus petites que les pancartes en français dans les entrées de ville. Je ne vois pas pourquoi c'est pas la même taille, pourquoi les deux langues ne sont pas considérées comme le même niveau. Et ça, c'est pas grave. Et je suis assez d'accord sur le fait que la Poste pousse à la francisation. Mais elle pousse, c'est tout. Le mouvement, il est global, parce que de moins en moins de gens parlent breton. Et donc, si on ne fait pas comprendre aux élus qu'ils ont un devoir réel de maintien, on n'avancera pas. Ça, c'est effectivement de la politique. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais spontanément, hélas, comme j'ai entendu Nolwenn le dire tout à l'heure, on entend de moins en moins de gens parler breton dans la rue. Il faut être clair. Il y a plein d'élus dans les communes bretonnantes qui ne parlent pas un mot de breton. Donc il faut leur faire comprendre que c'est important. C'est ça qui est important. C'est leur faire comprendre que c'est important. On a bien vu avec Fanche, le prénom avec le tilde, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser le N tilde en France. C'est pas dans la liste des lettres reconnues. Mais il y a le Y avec des trémas. Alors on a le droit d'avoir un prénom kurde, turc, arménien, et je trouve ça vachement bien, mais on n'a pas le droit. Bah si, s'ils utilisent ces signes diacritiques, ces lettres-là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'on est français quand c'est bien, et quand ça dérange, on n'est plus français. Alors, le coup de la Poste, le coup du C'', c'est parti là-dessus. C'était le directeur du courrier pour Finistère, Morbihan, Côte d'Armor, qui avait demandé aux communes de supprimer l'apostrophe entre le C et le H, parce que les lecteurs automatiques d'adresses ne pouvaient pas les enregistrer. Et c'est n'importe quoi. On revient à la Poste, effectivement. Oui. Donc, sur des trucs comme ça, les élus ont aussi un rôle. Absolument. Michel Chemin, c'est une injure à notre mémoire, à la mémoire de nos aïeux, etc. Et cette politique d'éradication, qu'elle soit voulue ou imbécile, je ne sais pas, en tout cas relève de comportements quasi coloniaux que je pensais ne plus voir exister dans notre République. Ça, c'est la première des choses. Et ce qui m'importe plus, moi, en tant que géographe, c'est le présent et l'avenir. Parce que, je reprends toujours cette phrase de Victor Hugo, tu ne m'intéresses que dans la mesure où tu es différent de moi, dans un monde qui est aujourd'hui mondialisé, qui est en passe d'uniformisation totale dans les modes de vie, dans les comportements, dans les langues, le meilleur moyen d'exister, c'est d'être différent. Et là, il y a un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu culturel, qui est un enjeu social, politique et surtout économique. Donc, aujourd'hui, défendre notre langue, nos caractéristiques identitaires, ça me semble être quelque chose de sacrément plus important, peut-être encore, que de défendre le passé. Parce que ça va être la survivance de notre société dans ce monde qui, malheureusement, est en train de balayer toutes les minorités. Oui. Parfait, bon, j'adhère à 100% à ce que vous dites, effectivement.
Hein, c'est des paroles très fortes, comme celle de tous ceux qui se sont exprimés jusqu'ici. Alors, la question aujourd'hui, elle est celle de la prise de conscience et elle est celle de la mobilisation. Alors, bon, la prise de conscience, j'y reviens, que c'est bien la Poste qui aujourd'hui mène un combat ethnocidaire, hein, c'est-à-dire de destruction d'une culture. C'est l'outil de cette substitution de langue et d'identité, si on peut parler d'identité, mettre des noms d'oiseaux et autres, qui est plutôt la culturation. Alors, on a différents exemples hein, de Belle-Île, récemment encore. Un habitant de Belle-Île vient d'écrire à son maire, là, exactement dans le même sens. Voilà, on nous impose aujourd'hui des noms qu'on n'a pas choisis, et puis il interpelle à la fois son maire et il transmet copie à la région. Donc, aujourd'hui, nous lançons en tant qu'Evergrey, qui est la coordination des associations culturelles bretonnes, un appel à la mobilisation partout. Parce que c'est vrai que la région peut faire quelque chose. Elle a d'ailleurs créé des outils. Elle a créé l'Office public de la langue bretonne, dont le rôle est de conseiller les collectivités dans ce sens-là. Pour répondre à une question, par exemple, sur l'action des collectivités, je vais prendre deux exemples. Je vais à Plomelin hein, très régulièrement. À Plomelin, tous les noms de rue sont les noms bretons. Je vais chez mon Toubé, puisque je vais voir le Toubé dans Plomelin, il habite Ent Kerfram. Voilà. Et donc c'est possible. La Poste ne peut pas dire, par exemple, qu'on ne peut pas mettre des noms bretons, puisque ça existe, avec des numéros, même dans ce cas-là. Bon. En ce qui concerne le bilinguisme, le Conseil départemental du Finistère a voté l'égalité des caractères maintenant dans toute sa signalétique, et ça se met progressivement en place un peu partout. Donc il y a des prises de conscience, une prise de conscience insuffisante. Et ça, c'est notre travail militant aussi partout. Nous représentons quelques 60 000 adhérents hein, dans toutes nos fédérations, c'est-à-dire que nous avons 1, 2, 3 et beaucoup plus de membres dans les différentes communes. Et bien localement, on appelle à créer des comités locaux pour défendre les noms de lieux bretons et aller plus loin. À quoi ça sert aujourd'hui de défendre le développement de l'enseignement bilingue qui continue à progresser et supprimer les noms bretons qui existent sur la commune? C'est un non-sens, c'est une aberration totale. Donc, et comme cela a été dit, mais il est bon de le rappeler, ce sont la défense des noms de lieux, hein, de la toponymie locale, ce sont toutes les orientations de toutes les organisations internationales, que ce soit les Nations Unies, que ce soit le Conseil de l'Europe, hein, que ce soit l'UNESCO, tous défendent la diversité culturelle et le soutien au patrimoine locaux. Voilà. Simplement pour terminer là-dessus, je vais citer ce que dit ce petit guide qui vient de sortir de l'ONU, droit linguistique des minorités linguistiques, je crois bien que c'est page 24. Si je ne me trompe pas, non, c'est pas grave pour la page, mais il dit ceci: les langues minoritaires doivent également être inscrites sur les panneaux de signalisation et les indications topographiques si possible, en particulier dans les zones où elles ont une importance historique ou dans les régions où sont concentrées les minorités. Alors les Bretons sont une grosse minorité en Bretagne, comme vous pouvez le constater, et donc il suffit d'appliquer ce qui sont les principes reconnus au niveau international. Et c'est pour ça que les communes doivent elles-mêmes se mobiliser et les maires doivent résister aux tentatives ethnocidaires et de destruction culturelle qui sont promues par la Poste. Voilà. Et donc, évidemment, il faut saluer le boulot qui a été fait auparavant. Donc, parce que ce travail-là, vous avez un fascicule sur vos tables, là, parce que ça fait 2 ans déjà qu'Evergrey, qui avait vu ce problème arriver déjà depuis un certain temps, a édité ce petit fascicule
qui a été déjà distribué à toutes les communes de Bretagne. Donc nous on appelle tous nos adhérents dans toutes nos fédérations à aller voir leur maire avec ce fascicule qu'on rééditera au besoin pour faire de la conscientisation et que les maires soient les premiers défenseurs de l'identité culturelle de leur commune. Moi, je voulais simplement intervenir par rapport à tout ce qui a été développé, ce que tu viens de développer, c'est-à-dire est-ce que l'interlocuteur c'est le maire ou bien est-ce que l'interlocuteur c'est la Poste? C'est-à-dire est-ce que c'est la puissance du privé sur le monde qui est en train de se mettre en route pour des tas de raisons, partout, dans tous les secteurs, en reléguant le maire à une action subalterne. Absolument. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de ça dont on veut parler? Ou bien est-ce qu'on dit non, non, on continue, les interlocuteurs, c'est peut-être le gouvernement, c'est peut-être la commune, c'est peut-être le maire, et puis on se trompe. Voilà. Alors évidemment, je mets les pieds dans le plat, mais tu as parlé de l'international, de la reconnaissance de l'UNESCO, de tout ça. Oui, très bien. Mais qu'est-ce que va dire le maire? Moi, je suis maire, admettons que je sois maire. Je dis, bah, vous vous débrouillez, vous voyez ça au niveau international. Non. Tu as le pouvoir des décisions en tant que maire avec ton conseil municipal. C'est le maire et son conseil municipal qui décident. Mais quand ils sont sous influence, comme c'est le cas avec la Poste, eh bien, ils cèdent, quoi. Ils lâchent du terrain à la Poste et la Poste, insidieusement, essaie de faire passer ces objectifs de simplification, comme on disait tout à l'heure, pour réduire les individus à des numéros, comme disait Noël. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant. Maintenant, on va... Pauline, excuse-moi, Pauline. Bon, die wees dat een tom met een lambour dan trainen, Bon, berber, ja, phrasen ebrezonde bemstra. Non que de damman evit hueza va een tom. Nag evidrei kentelju da zenebit. Met dam zonge, etretut a volonté vade et helfen kavout een discours. Hag evit se en man, évite kavout un discours. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, je ne veux jeter l'anathème sur personne, je pense qu'on est là pour trouver une solution. Pour ma part, en tant que président d'Arfalskolreis, je voudrais situer le problème dans un contexte plus général que celui des noms de lieux. Il me semble que c'est plus large. Celui de l'identité bretonne, qui, selon un récent sondage, est affirmé et revendiqué plus ou moins par 87% de la population des 5 départements bretons. Depuis de nombreux siècles, cette identité repose sur 4 piliers. Un territoire, même si on sait que le territoire a été amputé d'un 5e. Une langue, même si on sait que la langue est en perte de vitesse. Les noms de personnes, certains ont été francisés. Je ne reviens pas sur Arwern, Verne, devenu le bon, etc., par tout un tas de processus que vous connaissez. Les noms de lieux, toponymes et micro-toponymes, ont été francisés pour certains. Vous connaissez les Kerneves, Argerneve est devenu la Villeneuve, et beaucoup de ces noms de lieux, ils ont mis un le également devant le nom, ce qui fait un truc bâtard entre moitié breton, moitié français. Quel est le problème? Depuis plusieurs décennies, certaines mairies, pour nommer les nouvelles rues, les nouveaux quartiers, croient bien faire en allant chercher des noms de plantes et de fleurs. Je ne les énumère pas tellement c'est ridicule. Des noms d'oiseaux, le comble étant les albatros et encore les pélicans de Mykonos, pardon, de tel truc. C'est devenu... C'est une île à touristes, Mykonos. La Bretagne n'est pas encore une terre à touristes. Mais attention. C'est devenu une mode, après celle des célébrités nationales du type de Gaulle ou autre, après la faune et la flore, locale ou pas. Ce faisant, ces élus, nos élus, ne se rendent pas compte, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils participent à la débretonisation de notre pays, alors qu'il serait si facile d'aller chercher
dans le cadastre napoléonien les anciens noms de parcelles, tous en breton, qui sont riches en informations sur la géologie, sur l'histoire, le relief, sur les cultures ou certains noms de personnes qui ont marqué notre histoire. Il y a à la louche plus de 500 000 de ces toponymes. Il y a environ 500 communes bretonnantes, chacune d'entre elles, au bas mot, à 1000 micro-toponymes, parfois 1500, comme à Briec, parfois plus, qui mériteraient tous d'être protégés, d'être inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Certaines mairies rares, trop rares, ont compris l'intérêt qu'il y a à conserver cet aspect essentiel de notre patrimoine. On a parlé de Plomelin. L'Oquirec fait un effort. La ville de Brest fait un effort. Ils ont voté au conseil municipal de mettre tous les noms de rues en bilingue à Brest. C'est quand même une grosse ville. Eh bien, donc, si tous les maires de Bretagne, rêvons un peu, comme disait l'autre, si tous les maires de Bretagne, de Basse et de Haute-Bretagne, le phénomène est le même en Haute-Bretagne et dans les autres régions de France, décidaient de s'inspirer des toponymes bretons, ils ne feraient qu'appliquer les recommandations de l'UNESCO du 7 octobre 1781, qui figure en bonne place, 1981, qui figure en bonne place dans ce petit fascicule. L'Assemblée, l'UNESCO, considérant qu'il est très important d'assurer le respect et le développement de toutes les cultures européennes et tout simplement les identités linguistiques, recommande au niveau scientifique l'adoption progressive des formes correctes de la toponymie à partir des langages originels de chaque territoire, si petit soit-il. La Bretagne est un petit pays, soit, mais elle a le droit d'exister. Il s'agit donc, dans cette question des noms de lieux, de respect du patrimoine breton, certes, mais aussi de la diversité culturelle de la France, est inscrit dans la Constitution, me semble-t-il, article 72, du patrimoine européen et mondial. Pour terminer, en ce moment, je vous recommande d'aller voir l'exposition qui est à l'abbaye d'Aoulas sur liberté, égalité, diversité. Il y a le mot diversité. On y voit en particulier la célèbre affiche d'Arfals de 1934 de Jan Soyer, rouge, Lacha Arbrezonk. Tu es le breton. 34. On y lit la phrase « Non à l'assimilation ». 85 années plus tard, presque un siècle plus tard, nous devons toujours nous battre, avec la honte qu'en Arvez, pour faire reconnaître dans les faits le droit d'être différent. Goulenaran Eta, en Mahano, et Ando Arfals Kolreis, digan a nol dilenidi, PVFN Kusulerien Ker, PVFN Kanadet. Kao d'urgence évite ma identité lesdine, évite yez ma main, évite glad à gistor ma bron. Prenez, change pen d'Arvaz. Merci pour les questions. Alors, si vous avez, n'hésitez pas.